Donc, de façon un petit peu plus, là, si je prends avec Google Maps, là, vous voyez ici, on a notre campus de Longueuil. Et puis, en voiture, là, on est environ à 1h30 là, de Montréal pour le campus principal de Sherbrooke. Donc, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que l'Université de Sherbrooke, c'est la première université au Canada qui est la plus appréciée par ses étudiants, que ce soit par sa qualité de vie, son environnement, ses services, la qualité de son enseignement. Donc, on est très fiers et très contents de pouvoir vous partager cette information-là. Ensuite, Sherbrooke à vol d'oiseau. Donc, je trouve que ça peut être très intéressant de proximité de la nature, d'espaces verts. Donc, ça fait un cadre d'études qui est très agréable. L'école de gestion se situe tout près ici. Et vous avez sur le campus, en fait, des résidences étudiantes qui se retrouvent à cet endroit-là, ici au niveau des résidences. Et vous avez toutes les facultés, centres sportifs qui sont présents sur le campus pour vraiment favoriser une vie hyper dynamique pour vous. Donc, on pense souvent au Québec, au Canada par rapport à l'hiver. Je tiens à vous rassurer, on a vraiment 4 saisons différentes. Donc, on a, vous voyez ici des images, c'est des images prises sur nos campus. Donc, campus de Sherbrooke principalement, ce sont tous des endroits auxquels vous avez accès, vous pouvez étudier, vous détendre et c'est vraiment situé au cœur même du campus. Donc, voici. Donc, l'université, en fait, elle n'est pas seulement là pour nourrir votre cerveau, mais vraiment pour vous faire bénéficier de cet environnement-là très agréable et très accueillant. L'université, elle est également classée la première au Canada et dans le top 10 mondial pour tout ce qui est développement durable. Donc, c'est intéressant aussi d'étudier dans un endroit qui fait attention et qui met vraiment en priorité tous ces aspects-là pour le futur. C'est également Sherbrooke, une ville complètement étudiante. On dit qu'environ 1 personne sur 5 est un étudiant universitaire, donc c'est très dynamique, très animé. C'est également une vie qui est très riche, que ce soit par le côté sportif, que ce soit par les activités auxquelles vous pouvez vous impliquer pour tout ce qui est, par exemple, association étudiante. Il y a une communauté qui est également très diversifiée. On a le plus d'une centaine d'associations étudiantes pour animer le campus, pour développer justement ce réseau-là, cette vie sociale, cette vie communautaire-là. Donc, c'est certain que vous pouvez trouver quelque chose qui va vous venir vous allumer pendant votre projet d'études. Et, le nombre d'enseignants qui sont là au niveau de l'école de gestion. On est également une université internationale, un petit peu en chiffres ici. On parle près de 2400 étudiants internationaux à l'Université de Sherbrooke, plus de 700 ententes de coopération et près de 23 professeurs qui sont nés hors Canada. Donc, ça vous montre vraiment la richesse dans laquelle vous pouvez contribuer au moment de vos études. On est une université, oui, mais on a bien 3 campus. Donc, le campus principal tout à l'heure qu'on a vu à vol d'oiseau. On a également le campus de la santé et on a ici notre campus de Longueuil qui est plus basé comme à la verticale, tout près de Montréal. Au niveau maintenant de l'école de gestion, donc on a une centaine de professeurs, 8 départements différents et près de 80 employés qui vont vraiment être là pour vous accompagner, pour vous aider, pour assurer vraiment que vous passiez un moment, un séjour, un parcours d'études qui soit le meilleur possible. Donc, je vais passer maintenant la parole à mon collègue pour tout ce qui concerne vraiment précisément les maîtrises, l'accueil diplômant. Oui, rebonjour tout le monde. Donc, on va reparler de façon beaucoup plus précise de
du projet de l'accueil diplômant. J'aimerais juste amener une petite précision parce que j'étais en train de voir le chat. Il y a une question de ML par rapport, elle est aux premières années de doctorat. Donc, notre séance d'information, elle va porter sur les programmes de maîtrise, mais ça nous ferait énormément plaisir de répondre également à vos questions au niveau du doctorat. Ça serait également bien de nous laisser peut-être aussi votre courriel, comme ça on pourra vous mettre en relation avec des professeurs et les directions de programme également, mais restez avec nous, comme ça on pourra répondre à vos questions. Donc, s'il y a du monde qui est également dans le même profil au niveau doctorat, etc., donc n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions également. OK, donc pour l'accueil diplômant, donc c'est un projet, comme je dis, de accueil diplômant ou de double diplomation. C'est un projet qu'on est en train d'asseoir entre l'Université de Sherbrooke, l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke et l'ENCG de Fès. Donc, l'objectif étant que vous, étudiants, qui est le niveau de Master 1, donc vous puissiez bénéficier d'un programme de maîtrise à l'Université de Sherbrooke et bien sûr vous permettant d'avoir l'équivalent d'une M2 et d'avoir votre double diplôme, celui de l'ENCG et celui de l'Université de Sherbrooke. Audrey, si tu peux passer les assistants, s'il te plaît, où je pourrais prendre le contrôle. Voilà. Donc, les premiers profils de correspondance que nous avons établis, mais bien sûr, c'est voué à évoluer, bien sûr. Donc, pour les niveaux M1 ou plus en marketing, en publicité, gestion financière, gestion des ressources humaines et en logistique, donc nous avons établi quelques correspondances avec nos programmes de maîtrise. Donc, nous avons également plusieurs concentrations au niveau de nos programmes de maîtrise. Donc, on parle de marketing, gestion du commerce électronique, de finance, intervention et changement organisationnel qui est vraiment à connotation ressources humaines et tout ce qui est intelligence d'affaires ou stratégie d'intelligence d'affaires. Donc, nous avons également une maîtrise en management public, mais en termes de correspondance, on ne voyait pas par rapport à vos concentrations, mais c'est des choses qu'on pourrait rediscuter également. Next. Désolé. Voilà, donc les maîtrises, j'aimerais bien vous expliquer leur structure pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Donc, ce sont des maîtrises scientifiques, c'est des MSc en administration avec des concentrations. Donc, vous voulez faire, par exemple, la maîtrise en marketing, ça va être une MSc en administration, concentration, marketing. Le mot-clé à retenir ici, c'est vraiment MSc, parce que c'est une maîtrise scientifique, c'est une maîtrise qui amène et qui va développer énormément auprès de l'étudiant toutes les compétences scientifiques nécessaires qui vont faire de lui un humain de nous. Donc, on parle de rigueur méthodique, statistique, on parle de rigueur de synthèse, d'analyse, etc. Et ça, c'est des choses qui sont quand même très, très développées chez nous. Et nos étudiants, juste pour vous donner une idée, nos étudiants, après une année de formation à la maîtrise, peuvent et ont la capacité de pouvoir publier dans des articles et des revues scientifiques. Ce qu'ils peuvent faire déjà en s'associant avec nos professeurs et nos experts dans des laboratoires, etc. Donc, vraiment, la marche, elle est quand même assez haute. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Ce n'est pas un programme comme les autres, c'est un programme qui va vous permettre de pouvoir accéder aux différentes strates de la société, de pouvoir évoluer énormément dans une carrière d'expertise dans un domaine donné. Donc, l'avantage de ces maîtrises-là, c'est que c'est des maîtrises qui se font dans un an à peu près. Donc, c'est des maîtrises qui sont quand même assez compressées. C'est 45 crédits. Quand on dit 45 crédits, c'est à peu près, vous avez 5 activités pédagogiques à l'automne, 5 activités, quand je dis activités pédagogiques, c'est des cours. Donc, vous avez 5 cours à l'automne, 5 cours à l'hiver. Un cours, c'est l'équivalent de 3 heures par semaine.
pour chaque activité pédagogique et pour chaque cours, vous avez un minimum de préparation de 10 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 5 cours par semaine, vous devez vous considérer à travailler à temps plein pendant 50 heures par semaine. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur et vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'étudier. Donc, c'est pour ça que je dis que la marche, elle est quand même assez haute parce que dans les différentes activités pédagogiques, vous avez à chaque séance à faire, vous avez un minimum, chaque activité pédagogique, vous avez un minimum de 3 à 4 articles scientifiques que vous devez absolument lire, comprendre et synthétiser. Ces articles scientifiques sont minimalement d'une douzaine, quinzaine de pages chacune. Vous devez faire des devoirs, vous devez faire des exercices, vous devez vous approprier les acétates du cours qui s'en vient, etc. Donc, on est dans une démarche vraiment très, très participative. Et c'est comme ça que vous allez prendre en main votre formation. Donc, ce que vous voyez ici dans cet acétate-là, comme j'ai dit, c'est un cheminement sur une année pour les activités pédagogiques. Donc, vous avez les cours de l'automne, les cours de l'hiver, la session d'hiver qui est de janvier à avril, puis vous avez les cours de l'été qui sont principalement 2 activités pédagogiques, puis par la suite le projet d'intervention ici. Donc, si tu peux revenir à l'acétate d'avant, s'il te plaît, Audrey. Donc, juste pour revenir au programme de maîtrise, j'aimerais insister sur le fait que c'est 45 crédits sur une année. Vous avez 2 possibilités, 2 cheminements possibles. Vous pouvez choisir soit le cheminement court, c'est-à-dire que vous allez faire plus d'activités pédagogiques, plus de cours, soit vous choisissez le cheminement recherche après votre première session d'études. Donc, à la première session d'études, que vous soyez type cours ou type recherche, vous faites les mêmes activités pédagogiques. Et après la première session d'études, donc vous choisissez vos cheminements. Donc, si vous faites le cheminement, il vous restera 2 activités pédagogiques de plus à faire, puis ensuite vous tombez en direction de recherche. Sinon, vous êtes dans le type cours et là, vous allez faire un petit peu plus de cours. Donc, pour pouvoir accéder à ces programmes-là, dans les ententes qu'on est en train d'établir, donc vous devez avoir l'équivalent du Master 1 qui est complété dans votre profil de correspondance, qui devrait être complété à l'été 23, si vous êtes en cours d'études, donc ça serait à la fin de votre année. Et vous devez avoir un minimum de moyenne exigée qui est de 14 sur 20. Et bien sûr, de pouvoir réussir le test de français de l'UDS qui se fait auprès de l'université. Tu peux passer, Audrey. Voilà, donc là, c'est l'acétate, je pense que la plus importante. C'est l'acétate touchant au coût des études. Donc, comme vous le savez, il faut payer des frais de scolarité donc, au niveau de l'Université de Sherbrooke. Juste pour vous situer, les frais de l'Université de Sherbrooke ou les frais canadiens sont les frais les plus bas au niveau des frais de scolarité en Amérique du Nord. Donc, comparativement avec les États-Unis, on est nettement inférieur au coût qu'on demande au niveau des frais des études. Juste pour vous situer que c'est des coûts d'études qui sont établis par des normes gouvernementales. D'accord? Donc, ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut transiger. Donc, si vous êtes un étudiant international, comme c'est votre cas, donc vous avez des frais de scolarité de l'équivalent de 2 400 $ par mois canadien. Donc, au niveau marocain, on parle à peu près 17 000, 18 000 dirhams par mois. Les frais de scolarité sont payés par session. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on vous indiquera au moment venu. Donc, autour de ça, donc, il faudrait intégrer et rajouter, bien sûr, les frais de subsistance et quelques frais à côté pour pouvoir loger, etc. Donc, au niveau de l'université ou à l'extérieur de l'université. Donc, intégrer dans les frais de subsistance.
Passez à la suivante. Voilà. Donc, en bref, on vous rappelle donc rapidement les critères d'admission et la capacité financière. Donc, c'est deux choses sur lesquelles c'est très, très important de pouvoir s'arrimer pour que vous puissiez bénéficier de ces programmes-là. Si bien sûr tout ça vous intéresse, pour l'automne 2023, pour la rentrée de l'automne 2023, toutes les demandes d'admission doivent se faire dans les prochaines semaines. On parle des 2, 3 prochaines semaines parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut se donner le temps nécessaire pour que vous puissiez avoir votre permis d'études, votre demande de visa, etc. doit se faire dans les temps. Il faut compter en moyenne à peu près 6 mois auprès des ambassades canadiennes pour que vous puissiez avoir une réponse par rapport à votre demande de visa. Donc, plus tôt vous faites votre demande d'admission, plus tôt nous, on va vous faire des offres d'admission selon ces conditions-là. Et à partir de là, vous pouvez prendre ces documents-là pour aller chercher votre visa. Bien sûr, si vous avez des questions concernant tout ce qui est administratif autour de demande de visa, on pourrait vous mettre en lien avec nos ressources à l'interne au niveau de l'université qui pourraient vous accompagner dans ce processus-là. Daniel, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose autour de tout ça. En fait, oui, en fait, tu en as glissé un mot, Abdel, concernant tout ce qui est inscription, admission. Je vois dans le chat, là, dans le clavardage, qu'il y a plusieurs personnes qui se questionnent à savoir comment on fait. Ça peut être inquiétant de votre côté. Je comprends, là, on veut pas manquer certains détails qui vont faire en sorte que ça peut jouer sur votre demande d'admission. Donc, c'est important de bien se renseigner. Je vais mettre mon courriel dans le chat pour que vous puissiez je pourrais être le courroie de transmission, en fait, pour que je puisse vous référer aux bonnes personnes, aux bons coordonnateurs, aux bonnes coordonnatrices qui vont faire en sorte qu'ils vont bien vous informer, non seulement sur les détails du programme, là, on vous a donné quelques éléments importants, mais sur les détails aussi, comment faire une bonne demande d'admission, quels sont les papiers à fournir et tout ça. Donc, je vais mettre immédiatement mon courriel et je n'hésite pas à m'écrire et je vais pouvoir transmettre vos demandes aux bonnes personnes. Et Abdel, permets-moi, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui demande, j'aimerais savoir comment se calcule la moyenne exigée. Est-ce qu'il y a une alternative si on n'a pas la moyenne de 14? Je vais répondre à la question en deux temps peut-être. Malheureusement, il arrive à un moment donné dans l'établissement de ces critères d'admission, il faudrait établir une ligne. D'accord? Donc, on aimerait bien accueillir tous les étudiants qui souhaiteraient s'intégrer, mais sachez que ces critères d'admission, on les met en place, pas comme ça par pur hasard, mais on les met en place en se basant sur l'historique d'admission et de réussite de nos étudiants. Donc, historiquement, l'école de gestion existe depuis plus de 65 ans, donc on a quand même de la donnée en masse. Et puis, il en ressort clairement que les étudiants qui ont moins que ça en termes de moyenne au niveau de leur cursus universitaire auront de la difficulté à pouvoir passer cette marche un petit peu difficile, comme je l'ai expliqué au niveau rigueur scientifique, esprit de synthèse, etc. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que il y a plusieurs facteurs et plusieurs paramètres qui rentrent en considération et avec lesquels vous devez transiger au cours de votre session. Donc, on parle d'une nouvelle culture d'enseignement, donc on parle d'un système d'enseignement qui est complètement différent par rapport à celui dans lequel vous évoluez actuellement. On parle également de distance culturelle, on parle également de climat parfois qui est un petit peu délicat, etc. Tout ça fait que vous devez, du jour au lendemain, vivre plusieurs aspects auxquels vous n'êtes pas à l'aise. Et si en plus vous avez de la difficulté à pouvoir réussir dans vos matières, donc ça va être très, très difficile. Donc historiquement, c'est pour ça que je le dis, historiquement, c'est quelque chose qui nous a amené à cette décision.
Maintenant, c'est quoi l'alternative? Nous, l'alternative, c'est que tout simplement, la porte n'est jamais fermée. Donc, si vous, à M1, vous n'avez pas la moyenne, ben, donnez-vous comme objectif à la M2 que vous puissiez faire avancer votre dossier. Et dites-vous que si vous voulez, vous pouvez. Donc, si durant la M2 chez vous, vous augmentez vos moyennes, etc., et que vous arrivez à atteindre ces critères-là, et bien sûr, vous êtes la bienvenue. J'ai une autre question, Abdel. Il y a quelqu'un qui voulait connaître les procédures d'admission, ça c'est beau. L'autre question, c'est est-ce que ça concerne aussi les étudiants qui ont déjà fini, mais qui veulent également suivre la formation? Donc, je pense que la réponse est oui. Oui, j'ai répondu à la question. Donc, si vous avez une M2, donc si vous êtes un gradué de votre programme, donc vous pouvez avec plaisir bénéficier de ce partenariat-là. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que... Ah, il y en a une qui est arrivée. Bonjour. Est-ce que le DALF est accepté pour diplôme de maîtrise pour le français? Le DALF, c'est le diplôme d'aptitude en langue française, c'est ça? La personne qui a écrit la bonne pourrait peut-être ouvrir son micro puis expliquer. Oui, si vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra aussi. J'aimerais bien voir les visages des gens. Bonne idée. C'est hyper important pour nous. Si vous voulez poser une question, ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Et peut-être, s'il y en a beaucoup, utilisez la main levée. On va pouvoir vous laisser le droit de parole un à la file de l'autre. OK, donc le DALF, c'est le... Ça, je ne pourrais pas répondre à votre question tout de suite, mais on pourrait, nous, de notre côté, se renseigner pour voir si le certificat, le DALF, est une exigence pour répondre au test de français. Donc, on pourrait vous répondre par courriel ou vous pouvez laisser votre courriel au message, on pourra vous répondre. Kamal, une question. Il voulait savoir si cette formation est dédiée également pour les doctorants. Oui, ben, ça, on a parlé de... Peut-être c'est une bonne question. Ça nous permettrait de présenter également les programmes de doctorat que nous avons. Donc, là, on a parlé vraiment de programmes de maîtrise, mais à l'école de gestion, nous avons également le 3e cycle, donc les programmes de doctorat. Donc, nous avons le programme de doctorat en administration des affaires et nous avons le programme de doctorat en économie de développement. Donc, pour ces deux programmes-là, donc vous avez des exigences qui sont particulières. Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper important et je dirais que c'est conditionnel à votre admission que vous puissiez, au préalable, pouvoir trouver un professeur-chercheur qui s'arrimerait à votre problématique de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important au départ. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, je vous invite à nous communiquer le sujet de recherche sur lequel vous travaillez ou sur lequel vous comptez travailler. Et nous, on pourra présenter ça à nos collègues professeurs pour voir s'il y a un intérêt à pouvoir vous encadrer. Et partant de là, donc on pourra entamer des séances d'information, etc. Donc, ce que pourrait faire Daniel, c'est également vous faire parvenir les liens concernant nos programmes de doctorat, donc au niveau de notre site web. Donc, ça vous donnera une idée sur toute l'information concernant les programmes. Puis, bien sûr, s'il y a un intérêt, il y a un arrimage par rapport à l'expertise que vous recherchez, donc on fera les suivis nécessaires. Daniel, ton micro est fermé. Yasmine voulait savoir s'il y avait une maîtrise en Audi. Et l'autre question, je vais t'en donner deux à la fois, Abdel, parce que ce sont des petites questions. Et l'autre, si un doctorat qui a eu moins de 14 au master, peuvent-ils bénéficier de cette formation également? C'est la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, par rapport aux critères d'admission, ils sont là pour être
pour être suivi et respecté. Et pour la maîtrise en audit, malheureusement, on n'a pas de maîtrise en audit, on a une maîtrise en finance de façon générale. Donc, qui va inclure des activités d'audit en finance, etc. Mais on n'a pas une maîtrise en audit. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je n'en vois pas d'autres. Ah oui. Bonjour tout le monde. Je voudrais savoir si cette formation est dédiée également pour les doctorants de ENCG. Je pense que la réponse Oui, c'est est ça ce la qu'on même chose. disait. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Donc, Donc, je c'est... crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y avait une question aussi sur Abderrahmane qui posait, peut-on bénéficier d'une bourse d'études? Ah oui, c'est vrai. Oui, ça effectivement. Donc, il y a des programmes de bourse, il y a des programmes de bourse d'admission, il y a des bourses d'excellence également académiques et des bourses de soutien financier. Donc, en partant, si votre dossier est excellent, etc., donc vous pouvez bénéficier de supports financiers. Et ça, c'est bien sûr, systématiquement, nous, on va vous orienter vers ces supports-là directement. Donc, si vous rentrez sur le site web de l'université, vous pouvez voir les bourses universitaires qui sont données. Donc, il y a des bourses d'excellence juste à l'université, sans parler au niveau facultaire, qui peuvent aller jusqu'à parfois 7 000 $ à peu près, si bien sûr votre dossier est excellent. Une question, Abdel. Abdel, ton micro s'est fermé. Désolé. On n'a pas une maîtrise en commerce international, mais notre maîtrise en économie, c'est une maîtrise. Je disais que nous n'avons pas une maîtrise en commerce international, mais nous avons une maîtrise en économie qui couvre beaucoup la dimension internationale. Donc, oui, l'économie tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être touche à ça? Mais... C'est bon, est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. Les coûts de scolarité sont de 17 000 dirhams par mois et c'est par mois. Donc, c'est sur 12 mois. Donc, nous, on a divisé ça par mois, mais vous devez payer ça par session, donc, au début de chaque session. Donc, mais là, souvent, il y a des facilités que le bureau de la registraire met en place pour vous permettre de payer vos frais de scolarité de façon fractionnée. Donc, nous, on l'a ramené par mois, mais c'est des choses qui peuvent se voir avec l'université directement. Vous dites, excuse-moi Daniel, je suis en train de passer à travers. C'est seulement la dernière question sur est-ce qu'un étudiant en audit peut faire une maîtrise en finance? Oui, ça, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, mais si on peut avoir une idée sur votre dossier, sur votre cursus, on pourra soumettre ça à nos responsables de programme de la maîtrise en finance, puis on pourra vous revenir là-dessus. Donc, plutôt vous nous faites fournir votre cursus et puis les premières notes que vous avez au niveau de votre relevé. Donc, plutôt, donc, on pourrait vous donner une réponse.
Il y a une autre question. Quelle est l'équivalence du master de l'ENCG? L'équivalence de master. J'ai pas compris la question. Est-ce L'équivalent que Saïd, de... tu peux ouvrir ton micro et l'expliquer? Expliquer ta question, s'il vous plaît. Saïf? Non, je saisis pas la question. Donc, en termes c'est ça ce qu'on disait, l'équivalent, si vous avez un Master 1, vous pouvez faire notre programme de maîtrise. Donc la M1, en ayant la M1. Donc, si vous avez la M2, donc vous pouvez faire également le programme de maîtrise. Peut-être juste amener une nuance. Notre programme de maîtrise va vous développer des compétences, comme je le répète, au niveau rigueur scientifique, au niveau méthodologie, etc., qui vont faire de vous un expert dans un domaine donné. Et c'est quelque chose qui vient se rajouter par rapport à tout ce que vous avez appris dans vos programmes de master. Donc, il n'y a pas de remplacement et d'équivalence à aller chercher. Donc, c'est un complément au niveau de votre cursus. Et je peux vous assurer qu'avec nos programmes de maîtrise, nos étudiants, ils sont Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, parfait. on a perdu la fin de ce que tu as dit, Abdel, mais je pense que on a bien compris quand même dans Parfait. l'ensemble. C'est bon. Et il y avait une autre question aussi sur est-ce qu'il y a une possibilité de rejoindre en L3? De rejoindre, c'est-à-dire si vous avez le niveau L3, non, vous n'avez pas la possibilité de rejoindre le programme de maîtrise. Avec une L3, la seule possibilité que vous avez, c'est éventuellement pouvoir intégrer nos programmes, la fin de nos programmes de premier cycle, la fin de notre programme de bachelor. Et là encore, c'est sous condition, il faut vraiment qu'il y ait une analyse de dossier, etc. Derrière ça. Oui, les étudiants qui ont validé leur M1 à l'ENCG et qui viennent faire leur MSC, cela correspond à l'équivalent de la M2. Donc, ils vont avoir leur MSC et ils auront, par le fait même, validé leur M2. Et c'est de là où j'ai dit tout à l'heure, double diplôme. Il y aurait d'autres questions? Oui, donc toutes les demandes d'admission, je viens de lire pour Charlie Roche Menda. Votre demande d'admission, ou peut-être je laisserai Audrey répondre. Oui, donc en fait, la moyenne de 14, elle est exigée sur l'ensemble de vos années universitaires. Donc, c'est vraiment une moyenne qui est faite à ce moment-là. Donc, oui, ça inclut le premier et le deuxième semestre de votre M1. Ce qui peut arriver dans ce cas-là, en fait, c'est que lors du dépôt de votre demande d'admission en ligne, vous n'allez pas avoir donc le relevé notes du deuxième semestre, mais vous pourriez recevoir une admission, en fait, qui est conditionnelle à la réussite de votre M1 avec donc cette moyenne-là globale de 14 sur 20. Donc, c'est une exigence d'admission qui sera validée un peu plus tard dans le parcours lorsque vous pourrez soumettre votre relevé de notes. C'est ça. Donc, si à l'heure où on se parle, on voit que vous avez la capacité de pouvoir passer à travers,
Donc, on va vous faire une offre d'admission qui sera conditionnelle à l'obtention de la moyenne à la fin de votre parcours. Donc, avec ce document-là, vous pouvez entamer vos démarches administratives, etc. Et bien sûr, à la fin de votre formation, donc vous devez répondre aux exigences pour que vous puissiez entrer dans le programme. Pour la durée du programme d'études, je peux me permettre de répondre. En fait, pour la maîtrise de type court, on va parler d'une année, donc de 3 trimestres. Donc, quelqu'un qui commencerait cet automne 2023, donc à partir du mois de septembre 2023, terminerait au mois d'août 2024. Et pour les maîtrises de type recherche, à ce moment-là, on peut ajouter peut-être un semestre supplémentaire, tout dépendamment, en fait, là, au niveau de la rédaction de votre essai. Souvent, on parle plus d'1 an et demi dans ces cas de figure-là. Il y a d'autres questions? Vous avez des questions au cours de la semaine prochaine, n'hésitez pas non plus à communiquer avec nous. Il y a peut-être d'autres idées, d'autres questions qui vont vous venir là, après mieux réflexion, après avoir visité nos pages web aussi. Là, ça va nous faire plaisir de vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Et Abdel, permets-moi juste de renchérir sur un point qui est super important quand on est un étudiant international qui veut venir étudier au Canada. Vraiment, il faut comprendre qu'il ne faut pas tarder à faire vos demandes d'admission en premier parce que vous avez besoin de la lettre d'admission, donc de l'offre d'admission pour commencer vos procédures, pour avoir vos papiers légaux. Donc, c'est super important de ne pas tarder parce que parfois, c'est long. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Donc, c'est vraiment ce que je veux que vous gardiez en tête là, pour le prochain mois si vous désirez commencer ou entamer vos démarches pour venir étudier à l'Université de Sherbrooke. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'à à très court terme, si Jawed, si vous êtes d'accord avec moi, c'est que je préfère que ça se fasse de cette manière-là, que ça soit entre institution et institution. Si vous, de votre côté, vous pouvez demander à tous les étudiants qui seraient intéressés de bénéficier de ce partenariat, de vous donner exprimer leur intérêt, donc qu'il y ait une liste d'étudiants donc qui nous soit fournie et qui nous parviendrait par votre entremise. Comme ça, on pourra communiquer avec eux de façon officielle et puis qu'il y ait des balises dans tout ça, parce que sinon, ça peut aller dans tous les sens. Donc, je ne sais pas, moi, vous pouvez dire dans les 10 prochains jours ou dans les 2 prochaines semaines, tous les étudiants qui seraient intéressés, vous fournirez leurs coordonnées. C'est quoi la maîtrise, le programme de maîtrise qui les intéresse? Voici leurs coordonnées. S'ils ont également leur relevé de notes et puis leurs bulletins qui sont là, ça pourrait être bien. Et c'est ça l'avantage du partenariat qu'on pourra établir, c'est qu'on pourra traiter les dossiers en primeur, puis on pourra répondre aux questions, chose qu'on ne fait pas forcément systématiquement parce qu'on a énormément de demandes d'admission à travers le monde. Donc, on veut créer quelque chose de privilégié avec nos partenaires et ça serait la meilleure façon de procéder. Donc, je pense que c'est là où il faudrait aller et vous nous envoyez par la suite ces listes-là, puis toute l'équipe derrière, que ce soit Audrey, Daniel, moi-même, donc, et les comités de sélection de tous nos programmes. Donc, pourrait donner un avis, on pourrait communiquer avec les étudiants et on vous informera également de façon officielle. Voici les étudiants qui pourront éventuellement bénéficier de ça ou les étudiants qui, pour telle raison, etc. Donc, moi, je pense qu'il faudrait baliser un petit peu tout ça. Ce qu'on pourrait nous faire aussi, c'est que si ça se fait vite, je ne sais pas moi, dans les 2 prochaines semaines au maximum, nous, on pourrait aussi programmer une séance d'information avec les ressources de l'université Daniel pour tout ce qui est demande de visa, tout ce qui est procédure d'immigration dans le sens étudiant pour avoir leur papier d'études, etc.
Et comme ça, l'étudiant va être outillé comme il le faut pour pouvoir avancer sa demande le plus rapidement possible. Oui, il va me faire plaisir même d'organiser une rencontre là, virtuelle avec quelqu'un du service international qui ont d'ailleurs les certifications du gouvernement pour expliquer comment obtenir vos papiers légaux pour venir étudier au Canada. Donc, il me ferait plaisir d'organiser une rencontre spécifique en ce sens. C'est bon? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier énormément pour votre temps, puis d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Ça nous ferait énormément plaisir de vous accompagner dans votre réflexion, dans votre prise de décision, etc. Donc, sachez que c'est un privilège pour nous de pouvoir s'associer à une université comme la vôtre. On a autant de choses à apprendre de vous que de choses que vous devez apprendre de nous. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Si Jawed, je réitère encore une fois donc, notre volonté à vouloir travailler ensemble et collaborer ensemble. Donc, je laisserai en tes mains donc, toute la gestion un petit peu de la liste des étudiants qui seraient intéressés. Tu peux communiquer avec moi directement, ou Audrey ou Daniel, pour nous soumettre l'information. Et nous, de notre côté, on fera les suivis nécessaires dans les délais très, très, très rapidement. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre temps. Salam alaikum, puis Inch'Allah, tout ira dans le meilleur. À très bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.